C'est parti. Il faut ouvrir les micros, c'est parti. Si ton micro est allumé, c'est tout. Alors, voilà. Eh ben, bonjour à tous. Pour ceux que je n'ai pas eu le plaisir de voir là-haut avec notre stand, bah, effectivement, on est les sponsors. Voilà. Nous sommes les sponsors. Je pense qu'on peut applaudir les sponsors. Voilà, ça va nous donner... Voilà. Et c'est vrai que c'est avec plaisir qu'on est là aujourd'hui. Enfin, on verra pour les autres. Je pense qu'ils sont comme moi, ils ont le plaisir d'être là. En tout cas, parce que ça fait un moment que nous, qu'on travaille avec Clever Cloud. Et ça fait un moment qu'on essaie de faire émerger justement cet écosystème collectif. Et on verra d'ailleurs que, en ce qui nous concerne, on est justement sur différentes couches du cloud. Parce qu'on a beaucoup parlé du cloud, des cloud foundations, etc. Et donc, pour vous présenter Jamspot, quand on apprend ce que c'est le cloud, on dit alors il y a le IaaS, il y a les machines, il y a le PaaS, là c'est nos amis de Clever, c'est exactement là où ils sont, et il y a le SaaS, vous savez, ces fameux logiciels. Et donc les logiciels qui sont effectivement par abonnement, qui sont fournis par cloud, et qui créent justement un peu une nouvelle manière de déployer des logiciels en entreprise. Quand je dis nouvelle manière, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il n'y a que à peu près 30 ou 40% du workload logiciel qui est aujourd'hui en cloud. Donc il y a encore à peu près 70% qui mériteraient d'y passer. Alors nous, Jamspot, on a été créé en 2005. Donc vous voyez, on va avoir 20 ans cette année. Et oui, on n'a pas toujours 20 ans. Et donc on poursuit le même but depuis le départ, qui est de remettre l'humain au cœur des systèmes d'information. Comment on fait, et à l'heure de l'IA c'est encore plus parlant je trouve, pour que justement on fournisse à nous autres utilisateurs dans les organisations, parce que nous s'intéresse à ça dans le mode du travail, pour pouvoir fournir des outils pour mieux travailler, mieux communiquer, s'aligner, être capable justement dans ce monde digital qui est de plus en plus présent, et si vous prenez 2005-2025, il y a eu un basculement colossal autour de ça. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de faire la promotion de la question du digital en tant que digital. Voilà. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, dans les ministères et dans le monde entier. Donc on a un marché colossal. Et donc la problématique, par contre, c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble. Or, énormément d'outils ont été travaillés sur la problématique individuelle. La performance individuelle, la performance en particulier américaine, qui est vraiment dans cette logique-là. Et nous, Jamspot, on s'est construit plutôt dans la logique du collectif. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer le collectif, aller plus loin avec du collectif, avec le collaboratif. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, ça devient une vraie valeur aujourd'hui pour l'expérience employée. Comment est-ce qu'on fait dans une organisation pour que les gens soient effectivement impliqués, engagés, à l'heure où effectivement beaucoup de choses perdent un peu du sens. Et le sens a besoin d'être remis au cœur des systèmes d'information et des outils. Donc Jamspot, c'est vraiment ça qui nous motive depuis le départ, cette mission-là. Et on a commencé en 2005 en sortant un premier produit qui était un réseau social d'entreprise. Donc décliner les codes qui étaient naissants à l'époque. Facebook se crée fin 2004. Donc vous voyez, on est en même temps que cette création-là. Ces codes du grand public, ça nous a fait croître. Et puis ensuite, on a rajouté la dimension de l'intranet qui crée de la communication descendante. Comment est-ce qu'on fait pour aligner en particulier les organisations, le top management pour expliquer, c'est souvent le cas pour les boîtes plus grosses. Et puis le troisième pilier, c'est la problématique du travail collaboratif. Comment je fais par petite équipe projet pour être plus efficace. Donc là, on va retrouver évidemment l'irruption de l'édition collaborative, mais également de la gestion de projet. Comment est-ce que je fais de la gestion de projet agile avec, vous savez, les kanbans, les tâches qui font qu'on peut être en scrum, aller très vite, là où avant les projets c'était des trucs compliqués avec des plannings, etc. Et qui d'ailleurs rebutaient beaucoup les gens. Et le tout, ça forme cette fameuse digital workplace. C'est ce double numérique de ce qui se passe en fait dans la vraie vie. Et d'ailleurs, nous, on a même une spécificité par rapport à ça. On a même une offre que je vous invite à découvrir, qui s'appelle Jamspotland, qui sont des bureaux virtuels où carrément, pour les gens qui sont en remote, pour les équipes qui sont en distant, on recrée en fait des bureaux virtuels avec des petits avatars de manière à casser cette séparation entre on est tellement bien au bureau, oui, mais quand même c'est bien d'être en remote, comment est-ce que je fais entre les deux? Nous, on a les bureaux virtuels qui permettent de réconcilier ça et de créer justement du collectif, même quand on est à distance. Et vous voyez, c'est quelque chose d'assez assez disruptif. Alors, je sais que le métavers, il est passé de mode parce que Zuckerberg en a fait n'importe quoi. Je l'en veux énormément d'ailleurs de ça. Pas seulement, mais entre autres. Mais vous verrez que le métavers reviendra sous cette question-là. Parce qu'on ne fera pas l'économie de faire le lien entre le digital et le monde physique pour justement réconcilier tout simplement les gens que nous sommes quand on travaille au quotidien. Et puis, je finirai juste en disant que Jamspot, c'est aussi toute la dimension d'IA qu'on suit depuis longtemps, parce que c'est même mon background, moi, d'avoir fait de l'IA quand j'étais petit.
Et on voyait ça monter. Et à un moment donné, c'est une technologie qui, aujourd'hui, est une technologie utile. Parce que nous, on est très pragmatiques à Genspot. On prend les technologies quand elles sont utiles, matures, pour pouvoir les déployer à large échelle. Large échelle, nous, on a 400 000 utilisateurs au quotidien sur nos plateformes, 300 clients. Ça va depuis la CNAM avec 80 000 utilisateurs, des agences publiques comme l'ANSES, le ministère de l'Intérieur. On a aussi pas mal de secteurs privés, de Babyliss, Saint-Maclou, Tout Faire Matériaux. Enfin, oui, on a vraiment des gens très très différents. Et donc, l'IA aujourd'hui, même pour ces gens-là, elle devient utile. Par exemple, là, on a un chatbot qui s'appelle Mr. Smith, qui permet de, tout simplement, vous avez un processus pour RH, l'onboarding, quelqu'un arrive, il a plein de questions à poser, vous mettez tous vos documents autour de l'onboarding, toutes les pages que vous avez dans votre intranet, et Mr. Smith, on lui pose une question, et il répond, voilà, pour tes congés, voilà ce que tu pourras faire, et toutes les questions RH, il va pouvoir y répondre. Ça, c'est très pratique. Et l'IA, là-dessus, crée une rupture, parce que vous l'avez tous essayé, j'imagine, avec ChatGPT ou autre, ou Lucie. C'est le fait, effectivement, que ça transforme le rapport aux machines. Donc moi, je vois aussi cet élément-là, et ça nous ramène, nous, aux valeurs de Genspot. Hein. Vous avez compris, on est sur la question du progrès, la question de l'innovation. Et je ne pourrais pas finir sans dire aussi le troisième pilier, qui est la question de la sécurité et de la souveraineté. C'est-à-dire la problématique d'avoir justement des SI qui soient protégés. Et c'est là où nous, dans notre logique, et c'est là où j'en reviens aussi à Clever, je voulais finir quand même par Clever, on a eu ensemble un énorme projet qui s'appelle CollabNext, dont l'idée c'est de faire une suite collaborative alternative aux outils américains, Office 365. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que ce n'est pas seulement un problème fonctionnel de faire du Word, du Excel ou du mail, mais c'est que Microsoft aujourd'hui, comme Google, fournit une stack complète qui est et du fonctionnel, et, je sais qu'il y en a beaucoup dans la salle, la partie technique, être capable de fournir du cloud, que ce soit en masse ou à travers justement du haut niveau de type PaaS. Et donc c'est exactement ce qu'on a fait avec CollabNext, qui est la vision d'être un fournisseur unique, et là c'est Genspot qui est le chef de file pour distribuer ce produit CollabNext qui embarque et le fonctionnel d'une suite collaborative complète, de la visio jusqu'à l'intranet en passant par les documents, plus du PaaS assuré par nos amis de Clever Cloud, et avec toutes les capacités, et vous avez vu, moi je suis bravo d'ailleurs à cette roadmap, vous bossez toujours autant, bravo à vous. Et donc justement, on est très fiers de vous avoir comme partenaire, parce qu'on voit bien la puissance que vous amenez là-dessus. Et la partie IaaS, à travers nos amis d'Outscale, qui sont sur Sectum Cloud, parce que la demande principale aujourd'hui est de monter en niveau de sécurité quand on veut justement avoir j'ai envie de dire, de la VM qui tourne sur du cloud. Donc c'est ça le projet CollabNext. Et vous voyez, quand on regarde l'histoire, je vous dis 2005-2025, aujourd'hui, Genspot, on est devant vous, on a un acteur qui permet de fournir un DSI, une solution 100% qui va du IaaS jusqu'au SaaS pour la partie collaborative, pour ensuite faire ses workloads, avec le PaaS justement le plus moderne qui soit aujourd'hui en France. Et ça, c'est aussi nouveau. On l'a sorti le 14 janvier dernier. Et c'est ce qui fait qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les alternatives existent pour ceux qui peuvent encore en douter. Voilà pour la présentation de Genspot. On me fait signe dans l'oreillette que mon temps a été écoulé. On est sur les âges canoniques, là. Donc, Vates, c'est combien de... Ça a été créé quand? Oh, ça a été créé en 2012. Ah oui, donc on est les papis de la bande. Mais donc nous, on va fêter nos 25 ans cette année quand même. C'était le 26 mai 2000. Donc nous sommes, donc je suis le DG de l'Inagora. Donc normalement, vous ne deviez pas trop nous connaître il y a 15 jours, mais normalement, vous devez nous connaître à partir de maintenant un peu plus avec cette histoire de Lucie. Avant d'en dire un peu plus sur l'Inagora, je voudrais en fait déjà remercier et souligner la qualité à la fois de l'événement et puis de l'accueil. Donc merci à toutes les équipes de Clever. Et moi, je me suis déjà régalé là, sur ce que j'ai vu des interventions de ce matin et effectivement de la roadmap de cet après-midi. Donc vraiment un très bel événement. Et donc j'en profite là, comme j'ai le micro. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux anniversaire. 15 ans, nous on était à Djerba pour nos 15 ans. Et donc c'était un peu moins techos, hein, c'était un peu plus festif. Et cette année, on ira, je pense, à Marrakech. En fait, on emmène toute la boîte, effectivement. Donc, je pense début juin pour fêter ça, 25 ans, un quart de siècle, vous vous rendez compte. Alors, pourquoi on est là?
l'IA, c'est que tout simplement, avec Clever, on partage un certain nombre de choses. Il y a bien sûr l'open source, hein, puisque nous, l'Inagora, quand on s'est créé en 2000, on a un peu ouvert le chemin. De l'open source, en plus, on appelait ça le logiciel libre communautaire. Et on est resté vraiment attaché finalement à ça. Et on a essayé de le rendre un peu plus marketing, parce qu'on est quand même moins bon que toi, en fait, Alain, quand même. On l'a vu d'ailleurs aussi avec Lucie. Mais on développe ce qu'on appelle la troisième voie numérique. Donc la troisième voie, vous l'avez bien compris, hein, c'est bien sûr celle qui nous concerne en Europe, à côté des modèles américains et chinois qui ne sont pas du tout désirables, en tout cas, et encore moins en fait avec ce qu'ils veulent faire avec l'IA. Donc on partage ce cœur ADN en fait de l'open source. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, et moi ce que j'adore chez vous et dans cette boîte, c'est que c'est encore un acteur qui est capable de prendre des risques. Et ça en Europe, on manque cruellement d'acteurs qui sont capables de s'engager sur des projets ambitieux qui sortent un peu du mainstream. Et donc moi j'adore ça en fait chez Clever, donc le Cloud OS, de ne pas rentrer dans le modèle en fait du cube 100% et ainsi de suite. Donc ça, bravo, parce que au-delà de l'audace et au-delà effectivement d'une extrême bonne qualité technique bien sûr des ingénieurs et de la direction technique de Clever, il y a en fait cet état d'esprit d'audace qui, je crois, nous caractérise et nous rassemble aussi. Donc c'est ce qui fait aussi que je pense qu'on est proche aussi sur le marché. Et puis la troisième chose, c'est que toutes nos boîtes, c'est d'abord des hommes, c'est des jeux, c'est des parcours, c'est des histoires. Et donc là, dans la salle, j'ai grand plaisir à retrouver Charles. Alain, on se voit un peu plus, mais l'histoire en fait qu'on se retrouve avec JB alors qu'on a mené des combats au début des années 2000 en fait sur les navigateurs et ainsi de suite. Et en fait finalement toutes nos boîtes, et peu importe ce qu'on y fait, on fait forcément des choses très bien, mais c'est d'abord en fait des extrêmes, enfin des parcours en fait individuels et collectifs qui sont magnifiques. Et effectivement, quand j'ai vu la petite vidéo, là, on revoit Quentin avec ses cheveux longs, sa barbe et tout. Enfin, c'est génial. Enfin, c'est pour ça qu'il faut être entrepreneur. Ceux qui ont encore le temps et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, faites-le, prenez des risques, soyez audacieux, puisque on a besoin en France et en Europe d'écrire en fait encore des très belles histoires dans le domaine du numérique. Voilà. Après sur l'Inagora, bon, vous nous connaissez, et puis en 25 ans, on fait jamais tout à fait la même chose. Donc on a pivoté plusieurs fois, et en fait finalement, on s'est adapté aussi aux évolutions de marché. Imaginez-vous bien en fait que quand on a commencé en 2000, on parlait même pas de IaaS, de PaaS, donc on n'était pas encore dans le domaine du cloud. Donc bien entendu, on était sur de l'informatique beaucoup plus traditionnelle, mais toujours avec cette volonté un peu de changer la donne et de redonner du pouvoir à l'utilisateur, de redonner de l'indépendance en fait au client. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pratiquement jusqu'entre 2000-2010. 2010 est arrivé plutôt l'édition logicielle et le cloud, et donc là, en fait, on a pivoté une première fois. Et donc, on s'est intéressé à construire nos propres solutions logicielles dans le domaine de la collaboration, dans le domaine du partage de fichiers, qui sont encore des offres en fait aujourd'hui qui existent au sein de l'Inagora. Et puis, en 2016, on s'est intéressé. Moi, parce que je m'autorise de temps en temps quelques vacances, et je commence en fait souvent par le CES, et ça donne en fait des sources d'inspiration sur ce que sera quand même les technologies dans les années à venir. Et je m'en souviens très bien en fait en janvier 2015, j'avais vu sur un bout de table en fait un truc qui allait devenir en fait Alexa. C'était pas en fait Alexa, c'était juste un bout de chip qui était traîné avec un micro qui marchait pas. En fait, ça marchait pas du tout bien. Et dans l'avion, en fait, je me suis persuadé que moi, je suis de cette génération, comme certains d'entre vous qui ont vu les films, les wargames, et ainsi de suite, les interactions par la voix. Et ça a été en fait le début de l'histoire de l'IA en fait à l'Inagora. Et donc, on a commencé par écrire en fait une techno avant que Whisper existe, une techno en fait qui s'appelle Into, qui est un ASR, donc un Automatic Speech Recognition, donc un speech to text, une API, sur nos propres algos. Donc, on s'est intéressé aux algos de linguistique et aux modèles de langage. Et donc, et là, je dois bien dire que parmi les deux dirigeants de la boîte dont je fais partie, il y en avait un qui était plus motivé que l'autre. Et donc là, j'ai pris mon courage à deux mains, et donc j'ai bridgé, j'ai bootstrappé en fait un truc un peu dans mon coin, donc pas dans le garage, mais un peu dans la cuisine,
et en fait de développer ce qui allait devenir finalement une approche aussi différenciante dans le domaine de l'IA. Et tout ça s'est un peu accéléré, et comme tout le monde, on avait ça un peu sous le coude. Dans ta vidéo que tu as fait vendredi dernier, tu expliquais qu'effectivement, dans ton parcours d'ingénieur, tu faisais ça. Moi, le patron de la recherche qui est basé à Toulouse et Empire-Loret, en fait, a fait des systèmes experts dans les années 90. Donc, c'était des trucs qui étaient un peu traînés. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'accès à la puissance de calcul. Les datas que, bien sûr, comme je vais reprendre ce qui a été dit ce matin par Quentin, on nous a piqué sur les réseaux sociaux et ceux qui n'ont pas pris de gants comme OpenAI qui a scrapé complètement le web par des boîtes chinoises, rappelons-le, hein, pour pas se faire toper en fait par les États-Unis. C'est quand même drôle hein, maintenant qu'ils viennent chercher des noises en fait à DeepSeek alors qu'ils ont payé des boîtes chinoises pour scraper en fait Internet pour fournir les datasets sur ChatGPT 3. Enfin bref, on marche sur la tête. Mais tout ça en fait pour dire qu'effectivement il y a eu une accélération. Il y a bien sûr eu ChatGPT. Et à l'été 2023, j'ai pris la décision, un peu comme je l'avais fait en fait en 96 quand j'avais monté mon premier log, hein, les Linux User Group, hein, pour ceux de cette génération-là. Donc je suis reparti au front et j'ai remonté une communauté qui s'appelle OpenLLM France. Alors maintenant ça va un peu plus vite hein, parce qu'avant, en 96, pour constituer, on allait à la maison de jeunesse en fait du coin où on habitait, et puis on se retrouvait à 3 ou 4, et puis on attendait que les gens viennent. Bon là en fait ça va plus vite, hein, donc sur mon compte GitHub j'ai mis un manifesto, j'ai dit tous ceux qui veulent s'intéresser, qui voudraient parler un peu et faire de l'IA générative un peu différemment en utilisant en fait l'open source, le réellement open source, rejoignez-nous. Et donc en moins de 18 mois, puisque ça fait à peu près 18 mois, maintenant il y a 1100 personnes en fait qui sont dans cette communauté, ce qui en fait certainement une des communautés francophones les plus actives et en fait les plus grandes dans le domaine de la générative. Et tout ça nous a amené à entraîner un modèle dont vous avez entendu parler qui s'appelle Lucie, qui a cette caractéristique singulière que c'est un des premiers projets et un des premiers modèles 100% open source. Alors je suis obligé de dire 100% et réellement open source, puisque vous savez qu'en fait, effectivement, il y a en tout cas, je ne vais pas parler d'open source washing, mais globalement une mauvaise utilisation, puisque aujourd'hui les termes ne sont pas bien définis. Et en tout cas, nous, notre définition d'un modèle réellement open source, elle s'approche de la définition que certains, je pense qu'on peut tous partager ici, dans le domaine du logiciel, c'est la capacité à reproduire ce logiciel-là. Donc soit pour l'adapter, le reconstruire, l'adapter à d'autres plateformes. Un modèle, si vous n'avez pas les datas, vous ne pouvez pas le reconstruire. C'est aussi simple que ça. Donc nous, on est de la génération des années, moi c'est génération Stallman, donc je suis un peu intégriste là-dessus, mais la caractéristique qui m'intéresse moi dans le logiciel libre, c'est sa capacité bien sûr d'étude, d'audit et de reproductibilité. Et donc pour reproduire en fait un modèle, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa technologie, qu'il fasse du reinforcement learning, que ce soit du modèle transformer, si vous n'avez pas la data, vous n'êtes pas capable de reproduire ce modèle. Donc, encore une fois, comme Clever, souvent, on prend l'Himalaya, et puis en fait, on va prendre la face nord de l'Himalaya, et on s'attache à un truc. Alors, est-ce qu'on va être le modèle dominant demain? Non, mais en fait, en tout cas, ce qui est sûr, et je terminerai là-dessus, c'est que depuis 15 jours, vous n'avez jamais entendu parler dans les médias d'IA générative, d'IA open source. Et l'épisode Lucie, peu importe ce qui s'est passé, et si ça vous intéresse ce soir, après la 3e bière, on pourra en discuter en rigolant. Mais ce qui est important, c'est qu'on a amené en fait dans le débat, aujourd'hui, il me semble, la vraie question qui doit se présenter à nous, c'est de dire, est-ce que en Europe, parce que là ça dépasse le cadre strictement français, est-ce qu'en Europe, on veut être en maîtrise de ces technologies-là? Et si on veut être en maîtrise de ces technologies-là, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir un modèle fondation, donc un modèle de langage, sur lequel on le maîtrise de bout en bout, donc c'est-à-dire avec un dataset. Et alors les chiffres sont bien sûr les meilleurs indicateurs. C'est que si vous allez sur Hugging Face, alors je n'y suis pas allé là depuis 3 jours, mais je crois que lundi, en fait, le modèle Lucie, donc la version Instruct, a été téléchargé 3500 fois, donc depuis le site de Hugging Face, mais en fait il est disponible depuis Ollama et puis donc LM Studio, donc ça c'est des downloads qu'on ne traque pas, mais sur Hugging Face il y a aussi le dataset, mais par contre lui le dataset il a été téléchargé déjà 32 000 fois. Donc on a un ratio de 10. Donc c'est ce qui prouve bien, encore une fois, que ce qui est intéressant dans la démarche qu'on mène actuellement, c'est pas le modèle en tant que tel, c'est le travail en fait de curation et de structuration des données, puisqu'on en a profité pour corriger ce scandale
puisque vous le savez très bien, dans les modèles anglo-saxons, le français et les langues européennes sont trop mal représentés. Et donc globalement, l'AMA 3, le français 0,16%, dans l'UCI c'est 40% de français. Donc forcément, comme c'est des modèles statistiques, forcément vous avez une richesse de langage et de notions civilisationnelles qui sont meilleures en fait sur un modèle comme l'UCI. Voilà, that's close. Merci. Ça va être compliqué de passer après les deux individus que vous avez entendus. Écoutez, moi je suis là pour vous présenter Vates. Je vais sacrifier aussi au même souci déjà de remercier vraiment du fond du cœur nos amis de Clever Cloud. Ce que vous faites là, c'est génial. Je pense que c'est utile non seulement pour l'écosystème, c'est aussi utile, je pense, pour la région, pour l'échelon local. C'est utile pour le logiciel libre, c'est utile pour la France numérique. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais avoir l'occasion de vous reparler de la coopération qu'on a, Vates, avec Clever. Je vais prendre les choses par la fin. Je ne voulais pas nécessairement vous en parler, parce que je n'ai pas non plus envie de vous faire du vaporware. Vates, vous savez, on est d'abord un acteur de l'infrastructure. Effectivement, Lucie, il s'est passé plein de choses, mais vous savez, Lucie a au moins le mérite d'exister. Il y a des gens, on va dire, de Dunkerque à Porto Vecchio, dont le métier, c'est de venir dire que ouais, non, mais finalement, ça marche pas, et puis on n'y arrivera pas. Bah écoutez, eux au moins, ils essayent. Alors évidemment, il peut y avoir des épisodes de Racine carrée de la chèvre. Bon, on l'aura tous vu. Mais en même temps, il faut bien démarrer quelque part, et c'est déjà énorme de l'avoir fait. L'IA, effectivement, est en train de bouleverser énormément de choses. Nous, c'est quelque chose qu'on regarde énormément chez Vates. Comme je disais, nous, on est dans l'infrastructure. Ça ne nous positionne pas forcément en avant de l'IA. Pourquoi ? Parce que, écoutez, on en parlait ce matin. En gros, si vous n'êtes pas en fait sur les couches basses, si vous ne vous préoccupez pas de data center, de machines, de stockage, de réseau ou de processeurs, a priori, vous n'allez pas nécessairement entendre parler de gens comme nous. Avant d'être chez Vates, moi, j'étais à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et comme aime à me le dire et le répétait ma femme, avant, je n'avais pas vraiment le droit de lui dire ce que je faisais. Maintenant, je peux dire ce que je fais à littéralement n'importe qui. Très peu de gens comprennent ce que je fais. Mais, alors, vous savez, la virtualisation, en fait, quand on fait la virtualisation, on fait une technologie, on fait un truc qui permet de faire d'autres trucs. Vous voyez ? Donc forcément, ça aide pas à être clair. Vates, ça a commencé en 2012, pour vous raconter aussi une success story française, parce que ça l'est. Simplement, c'est une success story qui est finalement assez invisible en France. Ça a commencé en 2012, c'était une petite société de services en logiciel libre régional, démarrée par 3 étudiants de l'université Grenoble-Alpes, maintenant on appelle ça comme ça. Et assez rapidement, ils ont pivoté sur un besoin client, qui était en fait le besoin de gestion d'environnement virtuel de type Xen. Il se trouvait qu'ils s'y connaissaient, mais ils s'y connaissaient peut-être plus par, disons, souci académique en fait. Et c'est comme ça qu'ils ont monté Xen Orchestra. Xen Orchestra est devenu très rapidement l'outil de référence pour tous ceux qui utilisaient Xen Server, Citrix, parce qu'en fait, c'est toujours un outil qui est capable de faire de l'orchestration, l'administration, du backup et de faire tout ça en mode agentless. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on trouve même de la part de Citrix, par exemple. Et donc, c'est devenu finalement un outil incontournable de ce monde-là. Et puis, en 2018, donc la boîte a grandi, mais grandi très gentiment. Et puis, en fait, en 2018, Citrix, qui est une société qu'on connaît surtout pour le VDI, donc pour le poste de travail virtuel. Citrix n'a jamais été à l'aise en fait avec le logiciel libre et a pris la décision en fait de fermer Xen Server. Alors attention, dans Xen Server comme chez nous, il y a un produit ou il y a un hyperviseur qui peut être donc un produit, et puis vous avez le moteur. Le moteur, ou le cœur du moteur, c'est Xen.
Xen, c'est un projet complètement libre. Il est hébergé par la Linux Foundation de façon historique. Puis il est toujours là. Et puis, écoutez, ça se porte bien. Donc du coup, en fait, quand Citrix a fermé Xen Server, ça a posé à Vates pas mal de soucis. Ça a posé à Vates un problème existentiel. Ils sont partis les voir. On leur a dit, écoutez, bande de Frenchies, vous êtes gentils, mais reprenez l'avion, ça ira mieux. Ils ont dit, écoutez, très bien. Écoutez, tout simplement, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont forqué. Ils avaient prévenu, hein. Alors ils ont forqué très gentiment, on a forqué très gentiment. Quand je vous dis on a forqué très gentiment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on leur a envoyé un mail en leur mettant bisous belle journée, mais c'est en leur disant, écoutez, on va faire notre propre truc. En revanche, toutes nos contributions, c'est-à-dire tout notre code, il va repartir directement sur le projet Xen de la Linux Foundation. Donc il n'y a pas de malaise, tout à fait en transparence. Simplement, écoutez, vous le sentez d'être propriétaire, c'est une chose. Nous, on ne le sent pas du tout. Et nous continuerons à proposer dorénavant notre outil Xen Orchestra pour vous et puis pour notre hyperviseur. Résultat des courses, je vous l'ai fait très rapidement. Aujourd'hui, écoutez, Xen Server, c'est surtout un truc qui maintenant se focalise uniquement sur le VDI. XCPNG en termes de base utilisateur et part de marché a complètement pris Xen Server. Autrement dit, en fait, Xen Server a une base installée qui est encore importante dans certaines géographies, mais c'est uniquement fonction du VDI, parce qu'il y a un Xen Server par bureau. Pour le reste, voilà, on l'a un petit peu absorbé quand même. Aujourd'hui, Vates a eu un énorme effet d'entraînement, puisque en fait, Broadcom a racheté VMware, et ça c'est quelque chose qui a beaucoup changé la donne chez nous. Avant, effectivement, alors paradoxalement, ça n'a pas énormément changé le fait qu'on vend à peu près 90% de ce qu'on fait à l'export. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas forcément très connu en France, mais on est en train de grandir la part de marché en France. Écoutez, nous, chez Vates, notre ambition, elle est celle-là. C'est d'offrir une stack de gestion d'infrastructure, de IaaS, de virtualisation, de gestion du cycle de vie des pods Kubernetes, qui soit extensible, qui soit indépendante, et que vous puissiez en fait utiliser sur ce que nous on appelle le continuum du cloud hybride. C'est-à-dire que vous ayez un data center, que vous ayez du on-premise, que vous soyez dans le cloud privé, que vous soyez sur du edge, sur des déploiements industriels, vous êtes capable d'avoir une stack qui est ouverte. Vous êtes capable, écoutez, pour les Français, d'avoir une stack qui est souveraine, mais vous êtes aussi capable tout simplement d'avoir une stack qui est clé en main, avec un super support, très innovante, et pourtant extrêmement solide et robuste. Je vous disais, je vous ai promis pas de vaporware. L'IA, c'est quelque chose sur lequel on travaille de façon croissante maintenant. Pour nous, c'est assez simple. L'IA, ça passe d'abord par une excellente performance de l'infrastructure. Si vous n'avez pas la bonne performance d'infrastructure, ça va mal se passer. Donc la performance dans l'infrastructure, ça passe par un hyperviseur qui soit absolument au taquet. Et ensuite, eh bien, vous avez tout ce qui va être l'orchestration en fait, de votre infrastructure. Et là aussi, l'IA, elle arrive pas juste en termes d'IA générative, mais aussi en termes d'IA prédictive. Voilà, merci.